Avec la dernière vidéo de Romain Filstroff, nous finissons ainsi la première saison de ce voyage dans les processus de l'apprentissage. Et je tiens vraiment à remercier chacune des personnes qui a accepté d'être interviewée et d'apporter son expérience. Alors, pour conclure cette première partie, la première chose que je voudrais mentionner, c'est dans l'audition de Claudie Aigneret, la mise en évidence de l'importance des différentes intelligences que nous portons dans le cerveau. C'est quelque chose qui est peu connu, tellement nous sommes habitués à nous focaliser sur l'intelligence logico-déductive, celle de l'école entre guillemets, alors que nous avons de multiples intelligences, comme Claudie Aigneret nous l'a signalé. Et donc, un apprentissage fait appel à ces intelligences différentes. Nous sommes plus ou moins doués dans chacune de ces intelligences, mais en tout cas, nous pouvons les travailler. Ceci m'amène alors à la deuxième partie qui me semble très importante, qui avait d'ailleurs été mentionnée par Serge Tisseron, qui est l'importance du corps. Car finalement, tous autant que nous sommes, nous intervenons avec notre entourage, avec les objets, par le corps. Tout passe par le corps. Et donc, l'apprentissage se fait d'abord par le corps et souvent, ensuite, l'action se fait par le corps. Et c'est quelque chose que nous oublions trop souvent. Et bien entendu, ce qui a eu d'intéressant, par exemple, dans ce que Jean-Louis Etienne nous a expliqué, c'est que grâce à son apprentissage de tourneur-ajusteur, il a pu prendre confiance en lui, qu'il avait cette intelligence du corps qui lui a permis ensuite de prendre conscience de ses autres intelligences. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est particulièrement important. Ce qui est important aussi, bien entendu, c'est que l'être humain n'est pas qu'un corps, bien entendu, il est une raison, mais il est aussi plein d'émotions, et il ne saurait y avoir d'apprentissage sans émotion. C'est aussi quelque chose qui était un peu banni dans notre formation. Alors, je voudrais revenir un peu sur, ou beaucoup d'ailleurs, je voudrais revenir sur l'audition de Pascal Gallois, qui me semble résumer assez bien les principaux points que nous avions mis en évidence concernant les processus d'apprentissage. Il y a d'abord une question d'héritage, d'imitation, c'est-à-dire qu'il est venu à la musique par son père, par l'harmonie municipale dans laquelle il jouait. Ensuite, bien entendu, le plaisir, parce qu'on ne joue et on apprend bien que si on est dans le plaisir. Bien entendu aussi l'essai-erreur. Et dans son instrument, qu'il a réussi à perfectionner et à utiliser de façon tout à fait nouvelle, il a pu explorer des choses exceptionnellement nouvelles, si je puis dire, qui sont aussi, qu'il a appris à faire et qui ont été reconnus par des grands musiciens renommés. Et là, c'est un nouvel élément de l'apprentissage qui nous met en évidence, c'est qu'un apprentissage, c'est toujours une création. Quand un enfant apprend un mot, il ne répète pas bêtement le mot, son cerveau reconstruit, invente le mot qu'il va utiliser. Et chacun d'entre nous, dans un objet, que ce soit le téléphone portable ou la voiture ou n'importe quoi, chacun d'entre nous avons notre façon à nous d'utiliser cet objet. Et donc nous inventons en quelque sorte, nous créons chacun d'entre nous l'utilisation de cet objet. C'est une création. Et donc c'est également un point très important. Alors Alain Berthoz et Olivier Houdet nous ont mis en évidence les capacités extraordinaires du cerveau et son rôle évident dans l'apprentissage. Olivier Houdet nous a expliqué que pour apprendre quelque chose, il fallait libérer de la place du cerveau, dans le cerveau qui est bien occupé, et donc il fallait inhiber. Et puis il faut aussi inhiber des réflexes. Un exemple tout bête, passer de la voiture avec une boîte manuelle à une voiture avec une boîte automatique, eh bien il faut inhiber dans le cerveau le processus automatique, si j'ose dire, les réflexes de la conduite avec boîte de vitesse. Donc il y a des processus d'inhibition qui sont très importants pour apprendre, pour faire du nouveau, parce que ce n'est pas les mêmes régions du cerveau.
Et puis aussi, quelque chose de très important, c'est que, et c'est lié d'ailleurs aux intelligences multiples, c'est que notre cerveau ne fonctionne pas de façon linéaire. Il fonctionne avec plein d'informations, il va mélanger ces informations, il va mélanger les intelligences qu'il met en œuvre, et donc l'apprentissage qui serait causal, on fait comme ça découle ça, c'est pas comme ça que ça marche, bien entendu. Et ça, c'est quelque chose qui aussi est très important, parce qu'on peut réintroduire, par exemple, les émotions dans les processus d'apprentissage. Voilà donc pour cette première saison. Nous allons donc maintenant travailler sur la deuxième saison, qui, comme je l'ai dit dans mon introduction, sera centrée bien davantage sur les sciences cognitives et la façon dont le cerveau fonctionne dans l'apprentissage. On a fait des progrès absolument spectaculaires aujourd'hui où on allie l'expérience et les observations, en particulier en IRM fonctionnel. Et puis, dans une troisième saison, eh bien, nous aborderons, comme je l'ai dit aussi, l'apprentissage collectif, par exemple, dans un orchestre ou dans une école ou une équipe de foot, et l'apprentissage du collectif qui nous amènera, et nous reviendrons cette fois-ci vers l'école et sur l'apprentissage initial. À bientôt, j'espère.